Ils m'ont interdit de fêter mes 18 ans pour protéger leur princesse. J'ai fui cette nuit-là. Un an après, alors qu'ils tentaient de saboter ma nouvelle vie, ma réussite a déclenché une tempête qui a anéanti notre famille. Mes parents m'ont interdit de fêter mes 18 ans pour protéger leur princesse. J'ai fui cette nuit-là. Un an après, alors qu'ils tentaient de saboter ma nouvelle vie, ma réussite a déclenché une tempête qui a anéanti notre famille. Vous vous demandez comment une simple fête d'anniversaire a pu faire imploser une famille? Laissez-moi vous raconter. L'histoire que vous allez entendre est celle d'une trahison silencieuse, d'une injustice qui a couvé pendant des années avant de tout ravager sur son passage. Avant de plonger dans les détails de cette histoire qui a changé ma vie à jamais, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Mon histoire commence à Strasbourg, dans une jolie maison à colombage qui cachait bien des secrets derrière ses géraniums bien entretenus. Pour le monde extérieur, nous étions la famille Bergeron, une famille respectable. Un père comptable, une mère au foyer, et 2 filles. Mais à l'intérieur, j'étais Augustine, 17 ans, et j'étais un fantôme. Un fantôme pratique, efficace, mais un fantôme quand même. Toute la lumière de la maison, toute l'énergie, toute l'attention convergeait vers un seul point, ma petite sœur de 16 ans, Clotilde. À l'approche de mon 18e anniversaire, un espoir insensé a commencé à germer en moi. 18 ans. C'était un cap, un symbole. Peut-être que pour cette occasion, juste pour une fois, je pourrais exister. Je ne demandais pas la lune. Pas de grandes fêtes, pas de cadeaux extravagants. Juste un petit dîner dans un restaurant italien du centre-ville avec mes 2 meilleurs amis. C'était tout. J'ai attendu le bon moment, un soir où ma mère semblait de bonne humeur. Je l'ai trouvée dans le salon, feuilletant un magazine de mode. J'ai pris une profonde inspiration. Maman? Je me demandais, pour mes 18 ans, le mois prochain, est-ce que je pourrais inviter Léa et Manon à dîner? On pourrait aller dans ce petit restaurant italien, je peux même payer avec l'argent de mon job au café. Le sourire de ma mère s'est figé. Il n'a pas disparu, non, il s'est transformé en un masque de pitié polie, une expression que je connaissais trop bien. C'était le visage qu'elle arborait avant de me poignarder avec les mots les plus doux. Oh, ma chérie, a-t-elle commencé, sa voix mielleuse. C'est une gentille idée, mais tu sais bien que ce n'est pas le moment. Je savais. Bien sûr que je savais. Ce n'était jamais le moment pour moi. Ta sœur est dans une période si difficile, a-t-elle continué. Elle est dévastée de ne pas avoir eu le rôle principal dans la pièce de théâtre de l'école. Son petit cœur est brisé. Nous devons être sensibles à ses besoins. Clotilde, dont le cœur brisé ne l'avait pas empêché de passer l'après-midi à essayer des tenues pour le week-end, est entrée dans la pièce à ce moment-là, comme par magie. Maman, tu penses qu'on pourra aller chez Chanel? J'ai vu un sac magnifique. Ma mère s'est immédiatement illuminée. Bien sûr, ma princesse. C'est pour ça que ton père et moi avons décidé de t'emmener à Paris le week-end de... Elle a jeté un regard fuyant dans ma direction. Le week-end du 17. Pour te changer les idées. Le 17. Le jour de mes 18 ans. Mon père est entré, son journal sous le bras. Il a dû sentir la tension. Un problème? Ma mère a expliqué ma demande déraisonnable. Le visage de mon père s'est durci. Il a enlevé ses lunettes et m'a regardé comme si j'étais un problème de comptabilité particulièrement tenace. Augustine, a-t-il dit d'un ton professoral, à 18 ans, on devient une adulte. Et être adulte, c'est comprendre le sens du mot sacrifice. C'est faire passer les besoins de la famille avant ses propres désirs futiles. Ta sœur a besoin de nous en ce moment. C'est ta responsabilité, en tant que grande sœur, de la soutenir. Pas de l'accabler avec tes célébrations. Clotilde, sentant que la victoire était assurée, a ajouté la touche finale. Ses yeux se sont remplis de larmes de crocodile. Je suis désolée, Augustine. Je ne veux pas gâcher ton anniversaire. C'est juste que, j'ai l'impression que personne ne me voit jamais, je me sens si invisible. L'ironie était si épaisse qu'elle aurait pu m'étouffer.
Elle, invisible? C'était moi, le fantôme. C'était moi qui marchais dans les couloirs de ma propre maison sans que personne ne remarque ma présence, sauf pour me demander de faire quelque chose. Ce soir-là, dans le silence de ma chambre, je n'ai pas pleuré. La tristesse avait laissé place à une sorte de calme glacial. Je n'étais pas seulement triste. J'étais fatiguée. Une fatigue profonde, existentielle, qui venait de des années à me battre pour une place qui n'avait jamais été à moi. Je me suis remémoré toutes les fois où mes excellentes notes étaient accueillies par un simple « c'est bien », tandis que le moindre dessin de Clotilde était encadré. Toutes les fois où j'avais dû annuler des sorties pour garder ma sœur qui était trop anxieuse pour rester seule. Cette interdiction n'était pas la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. C'était le rocher qui le faisait voler en éclats. Cette nuit-là, en traçant mon plan sur un vieux carnet, je n'ai pas seulement planifié une fuite. J'ai signé l'acte de décès d'une famille qui n'avait jamais vraiment existé pour moi. Les 3 semaines qui ont suivi ont été une masterclass de dissimulation. Je suis devenue l'actrice que Clotilde aurait rêvé d'être. Je souriais au petit déjeuner. Je demandais à ma mère des nouvelles de leur futur voyage à Paris avec un intérêt fin. Je jouais mon rôle de fille compréhensive et de sœur dévouée à la perfection. Chaque sourire était un mensonge. Chaque « tout va bien » était un adieu silencieux. Pendant qu'il planifiait l'achat d'un sac de luxe pour consoler une peine imaginaire, je planifiais ma survie. Mon plan était simple, presque chirurgical. Mon travail au café me rapportait un peu d'argent, que j'économisais religieusement depuis 2 ans. J'avais un peu plus de 2000 €. Assez pour commencer, pas assez pour échouer. La première étape a été de trouver un endroit où stocker mes affaires. J'ai trouvé un box de stockage de l'autre côté de la ville, une petite boîte métallique anonyme pour 40 € par mois. C'est devenu mon sanctuaire secret. Chaque jour après le travail, je prétextais des heures supplémentaires. Au lieu de cela, je faisais des allers-retours, ma vieille Twingo chargée de cartons. D'abord les livres, mes plus chers compagnons. Puis les vêtements d'hiver, les souvenirs d'enfance que je ne pouvais pas me résoudre à laisser derrière moi, les quelques photos où j'avais l'air heureuse, une boîte à musique de ma grand-mère. Chaque objet retiré de ma chambre était une brique de moins à ma prison. Ma chambre se vidait lentement, mais personne ne l'a remarqué. Personne n'est jamais vraiment entré dans ma chambre de toute façon. La veille de mon anniversaire, j'ai fait mon dernier voyage au box. Il ne restait dans ma chambre que le strict nécessaire pour la nuit et le lendemain matin. En rentrant, l'ambiance était électrique. Clotilde paradait avec ses nouvelles acquisitions parisiennes. Ma mère la regardait avec une adoration qui me donnait la nausée. Mon père lisait son journal, un petit sourire satisfait aux lèvres. Ils étaient heureux. Leur monde était parfait et en ordre. J'étais la pièce défectueuse de leur puzzle, et j'allais enfin m'en retirer. Le matin du 17, mon réveil a sonné à 6 heures. Je n'avais pas dormi. J'ai attendu. À 6h23, l'heure exacte de ma naissance, je me suis murmuré un « joyeux anniversaire » dans le silence glacial de la pièce. Rien. Pas un bruit dans la maison. Pas de porte qui grince, pas de pas dans le couloir. J'avais 18 ans. J'étais officiellement une adulte. Et j'étais complètement seule. Je me suis habillée, j'ai mis le reste de mes affaires dans 2 sacs de sport et je suis descendue. Ils étaient dans la cuisine, le café fumait. L'odeur m'a paru étrangère. Je pars, ai-je annoncé, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Ma mère a levé les yeux de sa tasse, à peine intéressée. D'accord. Bonne journée à l'université, ma chérie. Non. Je pars. Je déménage. Le silence est tombé. La tasse de mon père s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Ma mère a froncé les sourcils. La confusion a remplacé l'indifférence. Qu'est-ce que tu racontes? Ne sois pas ridicule, Augustine. C'est mon 18e anniversaire. Je suis une adulte. Je ne vivrai plus ici. Le visage de mon père est passé du rouge au pourpre. C'est à cause de cette histoire de dîner? Après tout ce que nous faisons pour toi, tu nous fais une crise pareille? Si tu franchis cette porte, ne t'attends pas à être accueilli à nouveau. Ma mère a essayé une autre tactique, celle de la fausse douceur.
Augustine, tu es juste contrariée. On peut en parler. On peut peut-être faire quelque chose de petit ce week-end? C'était trop tard. Leurs mots glissaient sur moi. J'ai regardé mon père dans les yeux. Je n'attends plus rien de vous, ai-je dit calmement. Et c'est la chose la plus libératrice que j'ai jamais ressentie. J'ai pris mes sacs. C'est à ce moment que Clotilde est apparue en haut des escaliers, l'air endormi. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère m'a fusillé du regard. Ta sœur nous abandonne. Elle jette sa famille pour une stupide fête d'anniversaire. J'ai regardé Clotilde, et pour la première fois, j'ai ressenti une pointe de pitié. Puis j'ai secoué la tête et je suis partie sans un mot de plus. J'ai conduit jusqu'à la petite rue où se trouvait ma nouvelle vie. Une chambre mansardée, à peine plus grande qu'un placard, au dernier étage d'une maison appartenant à une veuve nommée Madame Giraud. Le loyer était de 425 € par mois, charges comprises. C'était minuscule, mais c'était à moi. Le premier soir, la solitude était écrasante. J'ai mangé un sandwich triangle, assise sur le sol, entourée de mes sacs. Vers 20 h, on a frappé doucement à la porte. C'était Madame Giraud. Elle tenait une petite assiette avec un éclair au chocolat et une seule bougie allumée. J'ai vu la date de naissance sur votre dossier, dit-elle avec un sourire timide. Tout le monde mérite d'avoir un vœu à exaucer le jour de son anniversaire. J'ai regardé la petite flamme danser. Et pour la première fois de la journée, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la fille de 18 ans qui avait dû s'enfuir de chez elle. J'ai pleuré pour toutes les années où personne n'avait pensé à allumer une bougie pour moi. Et j'ai pleuré de gratitude pour cette femme, une étrangère, qui m'avait montré plus de gentillesse en une minute que ma propre famille en une vie. Avez-vous déjà reçu un geste de bonté d'un étranger qui a complètement changé votre journée, voire votre vie? Racontez-moi cette histoire dans les commentaires. S'échapper était une chose. Survivre en était une autre. Les premiers mois ont été un baptême du feu, une leçon brutale sur la réalité de la vie sans filet de sécurité. L'euphorie de la liberté s'est rapidement dissipée pour laisser place à une fatigue chronique et à une anxiété financière constante qui me rongeait l'estomac. Ma vie est devenue un algorithme précis, calculé à la minute près pour maximiser mes revenus et mon temps d'études. Je me levais à 5h30 pour prendre mon service d'ouverture au café, où je servais des croissants et des expressos avec un sourire mécanique à des gens qui ne se souciaient pas de savoir que je n'avais dormi que 4 heures. Dès que mon service se terminait, je courais à l'université, avalant un sandwich en chemin. Je m'asseyais au fond de l'amphithéâtre, luttant pour garder les yeux ouverts et absorber les cours de droit constitutionnel. Après les cours, je n'avais pas de pause. J'enchaînais directement avec mon deuxième travail, donner des cours de soutien en mathématiques à des lycéens qui avaient plus d'argent de poche en une semaine que je n'en gagnais en un mois. Je rentrais tard dans ma petite chambre, l'odeur du café froid et de l'encre imprégnée dans mes vêtements. Et là, ma troisième journée commençait, celle des études, qui s'étirait souvent jusqu'à 2 h du matin. Mon régime alimentaire était un monument à la précarité étudiante, des pâtes. Des nouilles instantanées. Du pain avec du fromage bon marché. Le dimanche, je m'autorisais un luxe, un œuf. Je me souviens d'avoir regardé mon relevé de compte, voyant les 3,47 € restants et réalisant qu'il me restait encore 4 jours avant ma prochaine paie. La faim et la fatigue sont devenues mes compagnes constantes. Pendant cette période, mes parents ont appelé. 2 fois. La première fois, c'était ma mère. Sa voix était faussement inquiète. Augustine? Comment vas-tu? Tu manges à ta faim? Nous nous inquiétons. C'était un piège. Je le savais. Je suis restée factuelle. Je vais bien, maman. Je me débrouille. Le ton a changé immédiatement. Arrête tes enfantillages. Cette petite crise a assez duré. Il est temps que tu présentes tes excuses et que tu rentres à la maison. J'ai refusé poliment. J'ai raccroché. Le deuxième appel venait de mon père, une semaine plus tard. Il était direct. Nous t'avons coupé l'accès au compte joint. Tu voulais être une adulte, alors assume. Ne viens pas pleurer quand tu seras à court d'argent. Je lui ai répondu que je n'avais jamais eu l'intention de le faire.
C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé pendant très longtemps. La solitude était un autre combat. J'étais entourée de gens toute la journée, mais je n'avais jamais été aussi seule. Mes amis de l'université sortaient, allaient à des fêtes. Je ne pouvais pas me le permettre, ni en termes de temps, ni en termes d'argent. Il y a eu une nuit particulièrement difficile. Il pleuvait à verse. J'étais trempée, frigorifiée, et j'avais raté le dernier bus. J'ai dû rentrer à pied. Sur le chemin, je suis passée devant ce restaurant italien, celui où j'avais voulu fêter mon anniversaire. À travers la fenêtre embuée, j'ai vu une famille. Un père, une mère, 2 filles à peu près de mon âge et de celui de Clotilde. Ils riaient. Le père a dit quelque chose qui a fait rire tout le monde. La mère a passé une main affectueuse dans les cheveux de sa fille aînée. Une douleur si vive m'a transpercé la poitrine que j'ai dû m'arrêter. C'était tout ce que j'avais toujours voulu. C'était si simple, si normal. Et c'était à des années-lumière de ma réalité. J'ai sorti mon téléphone. Mes doigts ont survolé le numéro de ma mère. J'ai vacillé. Une partie de moi, la petite fille épuisée et seule, voulait juste abandonner. Elle voulait la chaleur d'un lit familier, même si ce confort était un mensonge. Elle voulait arrêter de se battre. Mais une autre image a surgi dans mon esprit, le regard froid de ma mère, son sourire condescendant. Le visage méprisant de mon père. J'ai imaginé ce qu'il dirait si je revenais en rampant. On te l'avait bien dit. La honte et la colère ont balayé la faiblesse. J'ai rangé mon téléphone. J'ai relevé la tête sous la pluie battante et j'ai continué à marcher. J'ai juré cette nuit-là que je préférerais mourir de faim dans ma liberté plutôt que de m'étouffer dans leur cage dorée. Si vous aviez été à ma place, cette nuit-là sous la pluie, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous appelé? Dites-le-moi sincèrement dans les commentaires. Je suis curieuse de connaître vos pensées. J'ai choisi la liberté, même si elle avait le goût amer des nouilles instantanées et des larmes silencieuses. Mais je ne savais pas que le prix de cette liberté allait bientôt devenir bien plus élevé. Le tournant est arrivé de manière inattendue, sous la forme d'une simple annonce sur le tableau d'affichage de l'université. Cherche stagiaire en communication digitale, non rémunéré. La plupart des étudiants passaient devant sans y prêter attention. Non rémunéré était un repoussoir. Mais pour moi, le nom de l'agence a attiré mon œil, Valois et Associés. C'était l'une des agences de communication les plus respectées de Strasbourg, connue pour sa créativité et son audace. C'était une chance, une porte d'entrée dans un monde qui me fascinait. Je me suis dit que je pouvais survivre quelques mois de plus avec des pattes si cela signifiait mettre un pied dans cette porte. J'ai passé une semaine à peaufiner mon CV et à créer un petit portfolio avec des projets universitaires et quelques maquettes que j'avais conçues pour le plaisir. J'ai décroché un entretien. La femme qui m'a reçue était Madame Valois en personne. C'était une femme d'une 50aine d'années, élégante, avec des yeux vifs et intelligents qui semblaient voir à travers moi. Elle a à peine regardé mon CV. Elle s'est concentrée sur mon portfolio. Vous avez un bon œil, Augustine, m'a-t-elle dit après un long silence. Vous comprenez l'émotion derrière l'image. Pourquoi voulez-vous un stage non rémunéré alors que vous avez clairement besoin de travailler pour vivre? J'ai été honnête. Parce que je crois que l'expérience que j'acquérirai ici vaut plus que l'argent que je pourrais gagner ailleurs à court terme. C'est un investissement. Elle a eu un petit sourire. J'aime les gens qui pensent en termes d'investissement. Le stage est à vous. Ne me décevez pas. Je ne l'ai pas déçu. J'ai traité ce stage comme le travail le plus important de ma vie. J'arrivais la première, je partais la dernière. J'absorbais tout, je posais des questions, je faisais des recherches le soir après mes autres boulots. On m'a confié des tâches subalternes au début, gérer les réseaux sociaux d'un petit salon de thé, rédiger des communiqués de presse. Mais je les ai accomplis avec une rigueur et une créativité qui ont commencé à se faire remarquer. Mon moment décisif est arrivé avec un client difficile, une vieille librairie indépendante qui se faisait écraser par les géants en ligne. Leur budget était quasi inexistant. Tout le monde dans l'agence considérait ce compte comme une cause perdue. Madame Valois me l'a confié, presque comme un test. Au lieu de proposer une campagne publicitaire coûteuse, j'ai eu une autre idée.
J'ai passé un week-end à la librairie, à observer les clients, à parler avec le propriétaire. J'ai réalisé que leur plus grande force était la communauté qu'ils avaient créée. J'ai proposé une campagne entièrement numérique axée sur le storytelling, des portraits vidéo des clients réguliers, des interviews du libraire passionné, un club de lecture en ligne. Le tout avec un budget de 0 €, en utilisant uniquement les réseaux sociaux et le bouche à oreille. La campagne est devenue virale à l'échelle locale. Les gens ont été touchés par l'authenticité de l'histoire. La librairie a vu son chiffre d'affaires augmenter de 40% en 2 mois. Le lendemain de la publication des chiffres, Madame Valois m'a convoqué dans son bureau. Je savais que vous aviez du potentiel, a-t-elle dit. Je ne savais pas que vous étiez un diamant brut. Elle a poussé 2 choses sur le bureau vers moi. La première était un contrat. Un poste de coordinatrice de projet junior à temps partiel, avec un salaire horaire qui était le double de ce que je gagnais au café. La deuxième était une enveloppe. Ceci est une prime pour le travail exceptionnel sur le dossier de la librairie. Vous l'avez mérité. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque de 500 €. 500 €. C'était plus que mon loyer. C'était une bouffée d'oxygène, une validation tangible de ma valeur. J'ai essayé de remercier Madame Valois, mais les mots se sont étranglés dans ma gorge. J'ai juste hoché la tête, les larmes aux yeux. Ne pleurez pas, a-t-elle dit avec une douceur inattendue. Travaillez. C'est la meilleure façon de me remercier. Avec ce nouveau travail, j'ai pu quitter mon job de serveuse. J'avais plus de temps pour étudier, et pour la première fois, un peu de temps pour respirer. J'ai commencé à me sentir moins comme une survivante et plus comme une étudiante normale. C'est à cette époque que j'ai rencontré Célestin, dans un cours de marketing. Il était intelligent, drôle, il avait un regard doux qui me mettait en confiance. Il m'a invité à prendre un café. J'ai accepté. Pour la première fois depuis des mois, je faisais quelque chose juste pour le plaisir. Ma vie commençait enfin à prendre forme. J'avais un travail que j'aimais, un petit appartement que je pouvais me permettre sans angoisse, et quelqu'un qui me faisait sourire. Pour la première fois, je construisais une vie qui m'appartenait. Mais une ombre de mon passé attendait son heure, prête à tout réduire en cendres. Pendant que je bâtissais ma nouvelle vie brique par brique, la famille que j'avais laissée derrière moi continuait de tisser sa propre version de la réalité. J'ai appris par une vieille amie du lycée que la version officielle de mon départ était que j'étais une jeune femme indépendante et ambitieuse, qui avait voulu prendre son envol plutôt que prévu. C'était une histoire propre, respectable, qui leur permettait de sauver la face. Mais en privé, auprès du cercle familial plus proche, l'histoire était différente. Ma mère disait à mes tantes et oncles que j'étais une enfant difficile et ingrate, que je traversais une phase de rébellion, et que je reviendrais sûrement en rampant, en manque d'argent, dans moins de 6 mois. Chaque mois qui passait où je ne revenais pas était une fissure dans leur récit, une preuve silencieuse de leur échec. La nouvelle de mon succès a fini par leur parvenir, comme une mauvaise herbe tenace qui pousse à travers le béton de leurs mensonges. C'est Clotilde qui l'a appris en premier. Elle a croisé une connaissance commune sur le campus qui lui a parlé de mon stage chez Valois et Associés, de la campagne virale pour la librairie. Pour Clotilde, qui avait été élevée en pensant que le monde tournait autour d'elle, cette information a été un choc. Son sentiment de supériorité, si soigneusement cultivé par nos parents, s'est effondré. Comment était-ce possible? Moi, sa sœur invisible, l'ombre, celle qui était censée échouer, comment osais-je réussir sans eux, et pire encore, mieux qu'elle? La jalousie de Clotilde n'était pas passive. C'était un venin actif qui cherchait une cible. Et elle l'a trouvé. Elle a commencé par m'appeler, sous un faux prétexte de vouloir prendre de mes nouvelles. Sa voix était faussement douce, mais je pouvais sentir les questions pointues derrière chaque mot. Où je travaillais exactement? Sur quel projet? Qui était mon patron? Je suis restée vague, mais elle a réussi à obtenir un nom, Marc. Un collègue de mon département. Clotilde, avec son charme manipulateur, a trouvé Marc sur les réseaux sociaux. Elle a vu dans ses publications une pointe d'amertume, une jalousie à peine voilée envers les nouveaux talents de l'agence. C'était la porte d'entrée parfaite. Elle l'a contacté,
se présentant comme ma pauvre petite sœur inquiète. Elle lui a servi une histoire cousue de fil blanc, un chef-d'œuvre de diffamation. Elle a prétendu que j'avais toujours eu tendance à m'approprier le travail des autres au lycée, que j'étais une manipulatrice qui savait comment charmer les gens en position de pouvoir. Elle a planté une graine de doute empoisonnée dans un esprit déjà fertile. Marc a mordu à l'hameçon. Ma réussite soudaine le dérangeait, et l'histoire de Clotilde lui a donné la justification dont il avait besoin pour agir. Ils ont élaboré un plan. À cette époque, je travaillais sur mon plus gros projet à ce jour, le lancement d'une nouvelle marque de cosmétiques bio. J'y avais mis tout mon cœur. La veille de la présentation finale au client, j'ai travaillé tard, peaufinant les derniers détails. Marc est resté aussi, prétextant un autre dossier urgent. Il m'a offert un café, l'air amical. Je n'ai rien suspecté. Le lendemain matin, en arrivant au bureau, mon monde s'est écroulé. J'ai ouvert le dossier de présentation sur le serveur partagé. Il était vide. Tout était parti. Les designs, les études de marché, les stratégies. Des centaines d'heures de travail, réduites à néant. La panique m'a glacé le sang. J'ai cherché dans les sauvegardes, mais elles aussi avaient été altérées. Au même moment, Madame Valois est entrée dans mon bureau, le visage livide. Elle tenait son téléphone. « Augustine, pouvez-vous m'expliquer ça ?» Elle m'a montré un email. Il avait été envoyé au PDG de la marque de cosmétiques depuis une adresse anonyme. L'email disait que j'étais une fraude, que j'avais volé la plupart de mes idées à un ancien stagiaire, et que l'agence Valois et Associés essayait de leur vendre un projet plagié. J'étais piégée. Accusée de vol et d'incompétence, sans aucune preuve pour me défendre. Marc est passé devant mon bureau à ce moment-là, me jetant un regard de triomphe à peine dissimulé. Je savais que c'était lui. Mais comment le prouver? J'étais face à la ruine professionnelle, au bord du licenciement. Mon rêve était en train de se transformer en cauchemar. Le piège s'était refermé. La personne qui voulait détruire mon avenir n'était pas un ennemi anonyme. C'était ma propre sœur, et elle souriait probablement en pensant à ma chute. Le choc initial a laissé place à une colère froide et déterminée. Je ne voulais pas pleurer. Je ne voulais pas m'effondrer. C'était exactement ce qu'il voulait. Je pouvais presque entendre la voix satisfaite de ma mère disant « On te l'avait bien dit qu'elle n'y arriverait pas seule ». Cette pensée a été le carburant qui a rallumé la flamme en moi. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. J'ai regardé Madame Valois droit dans les yeux. Ce n'est pas vrai, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. Je n'ai rien volé. Mon travail a été saboté. Donnez-moi 24 heures. Juste 24 heures pour vous le prouver. Elle m'a scruté pendant un long moment, son visage indéchiffrable. Je m'attendais à un refus, à un licenciement immédiat. Au lieu de cela, elle a dit, la réunion avec le client est reportée à demain, même heure. Vous avez jusqu'à ce moment-là. Ne me faites pas regretter de vous avoir fait confiance. Ces 24 heures ont été les plus longues de ma vie. Dès que je suis sortie du bureau, j'ai appelé Célestin. Je lui ai tout raconté, ma voix se brisant au téléphone. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas douté de moi une seule seconde. Il a simplement dit, je suis là. Dis-moi ce dont tu as besoin. Son soutien a été mon encre. Il est arrivé chez moi avec du café et des viennoiseries, sachant que je ne penserais pas à manger. Il s'est assis à côté de moi toute la nuit, non pas pour faire le travail à ma place, mais pour me rappeler que je n'étais pas seule. Sa simple présence était une force silencieuse. Mon premier réflexe a été de penser à mes propres sauvegardes. J'avais une paranoïa saine, une habitude prise depuis l'université de toujours sauvegarder mes projets importants sur un disque dur externe. J'ai prié en le branchant à mon ordinateur. Et là, miracle. J'avais une version presque complète de la présentation, datant d'il y a 2 jours. Il manquait les dernières retouches, mais l'essentiel était là. J'avais une base sur laquelle travailler. Pendant que je reconstruisais la présentation, une idée m'est venue. L'email anonyme. Comment avait-il été envoyé? J'ai transféré l'email à Célestin, qui était bien meilleur que moi en informatique. Il a passé des heures à analyser l'entête du mail,
les métadonnées. Et il a trouvé quelque chose. Une trace infime, une adresse IP qui ne correspondait pas à un proxy anonyme, mais à un routeur situé, dans le café juste en face de notre bureau. Le plan est devenu clair. Marc avait dû utiliser le Wi-Fi public du café pour envoyer l'email, pensant que cela le rendrait intraçable. Le lendemain matin, 1 heure avant la réunion, je suis entré dans le bureau de Madame Valois. J'ai posé mon disque dur sur son bureau. Voici la présentation, entièrement restaurée. Et voici autre chose. Je lui ai montré les découvertes de Célestin. L'email a été envoyé depuis le café d'en face, hier, entre 18h et 18h30. La seule personne de l'équipe qui a quitté le bureau à ce moment-là, c'était Marc. Il a dit qu'il allait prendre l'air. J'ai vérifié les badges de sortie. Madame Valois a appelé le service informatique. Ils ont vérifié les journaux d'activité de l'ordinateur de Marc. Ils ont trouvé des traces de suppression massive de fichiers sur le serveur, juste avant son départ. Le piège s'était retourné contre lui. Quand Marc est arrivé, Madame Valois l'attendait. La confrontation a été courte et brutale. Confondu, il a tout avoué, y compris le rôle de Clotilde. Il a été licencié sur le champ et raccompagné à la porte par la sécurité. 1 heure plus tard, j'ai fait la présentation au client. Seul. J'ai parlé avec une confiance que je ne me connaissais pas, une passion née de l'adversité. À la fin, le PDG s'est levé et m'a serré la main. Jeune femme, a-t-il dit, non seulement votre projet est brillant, mais votre résilience est impressionnante. Nous ne signons pas seulement avec votre agence, nous voulons que vous soyez notre principale interlocutrice sur ce contrat. C'était une victoire totale. En rentrant dans le bureau de Madame Valois, elle m'a annoncé ma promotion au poste de chef de projet junior et m'a tendu une autre enveloppe. Une prime bien plus conséquente cette fois. Mais ce n'était pas l'argent qui comptait. Je suis désolée d'avoir douté de vous, même pour une seconde, m'a-t-elle dit. Vous ne l'avez pas fait, ai-je répondu. Vous m'avez donné une chance de me battre. Et c'est tout ce dont j'avais besoin. Ce soir-là, Célestin m'a emmené dîner pour fêter ça. En levant mon verre, j'ai réalisé que ce triomphe n'était pas seulement professionnel. C'était la preuve que j'avais réussi à construire un nouveau système de soutien, une nouvelle famille basée sur la confiance et le respect. Et cette famille-là, personne ne pourrait jamais me la saboter. C'était une victoire incroyable, mais elle avait un goût amer. Avant de vous raconter la confrontation inévitable avec ma sœur, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Les mois qui ont suivi ma promotion ont été une période de calme et de reconstruction. Je me suis plongée dans mon travail, savourant chaque défi, chaque succès. La blessure causée par la trahison de Clotilde était toujours là, mais elle était devenue une cicatrice plutôt qu'une plaie ouverte. Je ne pensais pas à elle. J'avais consciemment choisi de la mettre hors de mon esprit, de la classer dans la même boîte mentale que mes parents, passé. Ne pas rouvrir. Le destin, cependant, a un sens de l'ironie tordue. Je l'ai revu lors d'un événement interuniversitaire, une sorte de forum des métiers auquel mon agence participait. Je tenais notre stand, parlant avec des étudiants, quand je l'ai vue. Elle se tenait à l'autre bout de la salle, l'air perdu. Elle avait changé. Elle avait maigri, et il y avait des cernes sombres sous ses yeux. La princesse avait perdu de son éclat. Elle m'a aperçu. Nos regards se sont croisés. Pendant une seconde, j'ai vu la panique dans ses yeux. Elle a hésité, puis elle s'est dirigée vers moi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Un mélange de colère et d'une vieille habitude de protection fraternelle s'est battu en moi. Augustine, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. Clotilde. J'ai gardé un ton neutre, professionnel. Tu as l'air, bien, a-t-elle dit en regardant le stand, mon badge nominatif avec le titre chef de projet. Je vais bien. Et toi? L'université se passe bien? La question était polie, vide de toute chaleur. Elle a eu un rire sans joie. C'est un désastre. Je suis en train de tout rater. C'est beaucoup plus dur que je ne le pensais. Elle a fait une pause, attendant une réaction de ma part. Je suis restée silencieuse. Papa et maman disent que c'est normal au début, mais, je ne sais pas.
Ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'il suffit de vouloir quelque chose pour l'obtenir. L'ironie était, encore une fois, suffocante. Elle se plaignait de la mentalité même qu'il avait définie toute sa vie. Elle n'a pas mentionné le sabotage. Pas un mot. Elle a agi comme si de rien n'était, comme si nous étions deux sœurs qui se retrouvaient par hasard. Cette omission était plus assourdissante que n'importe quel aveu. Je suis restée professionnelle. Je suis sûre que tu trouveras une solution. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des étudiants à qui parler. Je lui ai tourné le dos, le cœur battant à tout rompre. Je ne lui ai pas donné la conversation, l'absolution ou même la confrontation qu'elle cherchait peut-être. Je lui ai donné ce qu'elle m'avait donné pendant des années, de l'indifférence. Je pensais que ce serait la fin. Mais quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Allô, est-ce que je parle bien à mademoiselle Augustine Bergeron? Oui, c'est moi. Je suis madame Fournier, la conseillère d'orientation de l'Université de Strasbourg. Je vous appelle au sujet de votre sœur, Clotilde. Mon estomac s'est noué. Est-ce qu'elle va bien? Physiquement, oui. Mais sur le plan académique, elle est en grande difficulté. Elle vous a désigné comme contact d'urgence sur sa fiche d'inscription. J'ai failli rire. Moi? Contact d'urgence? Elle risque le renvoi, mademoiselle Bergeron. Elle a échoué à la plupart de ses examens du premier semestre. Nous avons essayé de la joindre pour organiser un suivi, mais elle ne répond pas. La seule fois où nous avons réussi à lui parler, elle était en larmes et elle a dit que vous étiez la seule personne qui pouvait l'aider. Un silence a suivi. J'ai fermé les yeux, le souvenir de son visage suppliant au forum me revenant en mémoire. Une partie de moi, une partie sombre et vengeresse, a jubilé. C'était le karma. C'était la juste rétribution pour ce qu'elle m'avait fait. Elle m'avait poussé au bord du gouffre, et maintenant elle y tombait elle-même. La voix dans ma tête criait, « Laisse-la tomber. Elle ne mérite pas ton aide. Elle a essayé de te détruire. » Mais une autre voix, plus faible, presque oubliée, a murmuré autre chose. C'était la voix de la grande sœur que j'avais été autrefois, celle qui lui lisait des histoires, celle qui la consolait quand elle tombait. C'était une voix que j'avais essayé d'étouffer, mais elle était toujours là. Aider Clotilde serait-il une faiblesse? Ou serait-ce la preuve ultime que j'étais devenue meilleure qu'eux? Que je n'étais pas définie par leur cruauté, ni par la sienne? Que voulez-vous que je fasse? Ai-je finalement demandé à la conseillère, ma propre voix me semblant lointaine. Elle m'avait poignardé dans le dos, et maintenant, elle me demandait de la sauver. La question était, devais-je le faire? Ma décision n'a pas été prise par bonté d'âme, mais par une sorte de curiosité morbide et un besoin de clore ce chapitre. Je voulais la voir. Je voulais qu'elle me dise, les yeux dans les yeux, pourquoi elle avait fait ça. J'ai accepté de la rencontrer dans un café neutre, loin de nos territoires habituels. Quand Marc est arrivé, Madame Valois l'attendait. La confrontation a été courte et brutale. Confondu, il a tout avoué, y compris le rôle de Clotilde. Il a été licencié sur le champ et raccompagné à la porte par la sécurité. 1 heure plus tard, j'ai fait la présentation au client. Seul. J'ai parlé avec une confiance que je ne me connaissais pas, une passion née de l'adversité. À la fin, le PDG s'est levé et m'a serré la main. Jeune femme, a-t-il dit, non seulement votre projet est brillant, mais votre résilience est impressionnante. Nous ne signons pas seulement avec votre agence, nous voulons que vous soyez notre principale interlocutrice sur ce contrat. C'était une victoire totale. En rentrant dans le bureau de Madame Valois, elle m'a annoncé ma promotion au poste de chef de projet junior et m'a tendu une autre enveloppe. Une prime bien plus conséquente cette fois. Mais ce n'était pas l'argent qui comptait. Je suis désolée d'avoir douté de vous, même pour une seconde, m'a-t-elle dit. Vous ne l'avez pas fait, ai-je répondu. Vous m'avez donné une chance de me battre. Et c'est tout ce dont j'avais besoin. Ce soir-là, Célestin m'a emmené dîner pour fêter ça. En levant mon verre, j'ai réalisé que ce triomphe n'était pas seulement professionnel. C'était la preuve que j'avais réussi à construire un nouveau système de soutien, une nouvelle famille basée sur la confiance et le respect. Et cette famille-là, personne ne pourrait jamais me la saboter.
C'était une victoire incroyable, mais elle avait un goût amer. Avant de vous raconter la confrontation inévitable avec ma sœur, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Les mois qui ont suivi ma promotion ont été une période de calme et de reconstruction. Je me suis plongée dans mon travail, savourant chaque défi, chaque succès. La blessure causée par la trahison de Clotilde était toujours là, mais elle était devenue une cicatrice plutôt qu'une plaie ouverte. Je ne pensais pas à elle. J'avais consciemment choisi de la mettre hors de mon esprit, de la classer dans la même boîte mentale que mes parents, passé. Ne pas rouvrir. Le destin, cependant, a un sens de l'ironie tordue. Je l'ai revue lors d'un événement interuniversitaire, une sorte de forum des métiers auquel mon agence participait. Je tenais notre stand, parlant avec des étudiants, quand je l'ai vue. Elle se tenait à l'autre bout de la salle, l'air perdu. Elle avait changé. Elle avait maigri, et il y avait des cernes sombres sous ses yeux. La princesse avait perdu de son éclat. Elle m'a aperçu. Nos regards se sont croisés. Pendant une seconde, j'ai vu la panique dans ses yeux. Elle a hésité, puis elle s'est dirigée vers moi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Un mélange de colère et d'une vieille habitude de protection fraternelle s'est battu en moi. Augustine, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. Clotilde. J'ai gardé un ton neutre, professionnel. Tu as l'air, bien, a-t-elle dit en regardant le stand, mon badge nominatif avec le titre chef de projet. Je vais bien. Et toi? L'université se passe bien? La question était polie, vide de toute chaleur. Elle a eu un rire sans joie. C'est un désastre. Je suis en train de tout rater. C'est beaucoup plus dur que je ne le pensais. Elle a fait une pause, attendant une réaction de ma part. Je suis restée silencieuse. Papa et maman disent que c'est normal au début, mais, je ne sais pas. Ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'il suffit de vouloir quelque chose pour l'obtenir. L'ironie était, encore une fois, suffocante. Elle se plaignait de la mentalité même qu'il avait définie toute sa vie. Elle n'a pas mentionné le sabotage. Pas un mot. Elle a agi comme si de rien n'était, comme si nous étions deux sœurs qui se retrouvaient par hasard. Cette omission était plus assourdissante que n'importe quel aveu. Je suis restée professionnelle. Je suis sûre que tu trouveras une solution. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des étudiants à qui parler. Je lui ai tourné le dos, le cœur battant à tout rompre. Je ne lui ai pas donné la conversation, l'absolution ou même la confrontation qu'elle cherchait peut-être. Je lui ai donné ce qu'elle m'avait donné pendant des années, de l'indifférence. Je pensais que ce serait la fin. Mais quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Allô, est-ce que je parle bien à mademoiselle Augustine Bergeron? Oui, c'est moi. Je suis madame Fournier, la conseillère d'orientation de l'Université de Strasbourg. Je vous appelle au sujet de votre sœur, Clotilde. Mon estomac s'est noué. Est-ce qu'elle va bien? Physiquement, oui. Mais sur le plan académique, elle est en grande difficulté. Elle vous a désigné comme contact d'urgence sur sa fiche d'inscription. J'ai failli rire. Moi? Contact d'urgence? Elle risque le renvoi, mademoiselle Bergeron. Elle a échoué à la plupart de ses examens du premier semestre. Nous avons essayé de la joindre pour organiser un suivi, mais elle ne répond pas. La seule fois où nous avons réussi à lui parler, elle était en larmes et elle a dit que vous étiez la seule personne qui pouvait l'aider. Un silence a suivi. J'ai fermé les yeux, le souvenir de son visage suppliant au forum me revenant en mémoire. Une partie de moi, une partie sombre et vengeresse, a jubilé. C'était le karma. C'était la juste rétribution pour ce qu'elle m'avait fait. Elle m'avait poussé au bord du gouffre, et maintenant elle y tombait elle-même. La voix dans ma tête criait, « Laisse-la tomber. Elle ne mérite pas ton aide. Elle a essayé de te détruire. » Mais une autre voix, plus faible, presque oubliée, a murmuré autre chose. C'était la voix de la grande sœur que j'avais été autrefois, celle qui lui lisait des histoires, celle qui la consolait quand elle tombait. C'était une voix que j'avais essayé d'étouffer, mais elle était toujours là. Aider Clotilde serait-il une faiblesse? Ou serait-ce la preuve ultime que j'étais devenue meilleure qu'eux?
Que je n'étais pas définie par leur cruauté, ni par la sienne? Que voulez-vous que je fasse? Ai-je finalement demandé à la conseillère, ma propre voix me semblant lointaine. Elle m'avait poignardé dans le dos, et maintenant, elle me demandait de la sauver. La question était, devais-je le faire? Ma décision n'a pas été prise par bonté d'âme, mais par une sorte de curiosité morbide et un besoin de clore ce chapitre. Je voulais la voir. Je voulais qu'elle me dise, les yeux dans les yeux, pourquoi elle avait fait ça. J'ai accepté de la rencontrer dans un café neutre, loin de nos territoires habituels. C'est à ce moment-là que Clotilde, tremblante mais déterminée, a retiré sa main. Arrêtez, a-t-elle dit, sa voix basse mais claire. Arrêtez de parler de moi comme si je n'étais pas là. Augustine ne m'a rien mis dans la tête. Elle m'a juste ouvert les yeux. Le silence est tombé. Mes parents l'ont regardée, incrédules. Leur princesse, leur poupée, était en train de se rebeller. Je suis désolée, a continué Clotilde, en se tournant vers moi. Je suis désolée pour tout. Pour l'anniversaire, pour le sabotage, pour toutes les années où j'ai profité de ta mise à l'écart. Tu avais raison. Vous m'avez favorisée, vous m'avez surprotégée, et vous avez fait de moi une personne que je méprise. Puis, elle s'est retournée vers eux. Et votre protection a failli me détruire. J'ai failli être renvoyée de l'université. J'ai été arrêtée par la police. C'est ça, le résultat de votre éducation parfaite? Le visage de ma mère s'est décomposé. La colère a remplacé la surprise. C'est là qu'elle a prononcé la phrase qui a tout scellé. La phrase qui a servi d'épitaphe à notre famille. Mais on a fait ça pour te protéger, a-t-elle crié, sa voix devenant stridente. On a fait ça parce que tu as toujours été si fragile, si sensible. Pas comme ta sœur. Elle a toujours été forte. Elle l'avait dit. Le grand secret, la vérité laide et tordue, enfin exposée sous les lumières crues du restaurant. Il ne m'avait pas négligé par méchanceté pure. Il m'avait négligé parce qu'il pensait que je pouvais le supporter. Ma force n'avait jamais été une source de fierté pour eux. C'était une excuse. Une permission de m'abandonner émotionnellement. J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais ce n'était pas de la douleur. C'était le dernier lien, la dernière attache invisible qui me relia encore à eux. J'ai eu un petit rire, un rire sans joie. Alors c'était ça, ai-je dit. Tout ce temps. Vous ne m'avez pas vu comme votre fille. Vous m'avez vu comme une solution de facilité. Mon père s'est levé d'un coup. Je refuse d'entendre de telles insolences. Alors pars, ai-je dit calmement. Il a jeté sa serviette sur la table et est sorti du restaurant sans un regard en arrière. Ma mère nous a regardés, Clotilde et moi, assises côte à côte, unies pour la première fois de notre vie. Elle a vu qu'elle avait perdu. La guerre était finie. Elle s'est levée, a attrapé son sac à main de luxe, et a suivi mon père dans la nuit. Le silence qu'ils ont laissé derrière eux en partant n'était pas vide. Il était assourdissant, rempli du son d'une famille qui se brisait pour de bon. Après le départ de mes parents, Clotilde et moi sommes restés assises en silence pendant un long moment. Le serveur est venu, l'air embarrassé, demandant si tout allait bien. J'ai commandé un dessert. Clotilde aussi. Et pour la première fois, nous avons partagé un repas, juste toutes les deux, sans le poids de leurs attentes, sans la compétition silencieuse qu'ils avaient orchestrée. Nous n'avons pas parlé d'eux. Nous avons parlé de l'avenir. Son avenir. Mon avenir. Notre avenir. Ce dîner n'a pas été une fin. C'était un commencement. Le chemin de la reconstruction, pour Clotilde et pour notre relation, a été lent et semé d'embûches. Elle a plaidé coupable pour sa conduite en état d'ivresse. Elle a été condamnée à des travaux d'intérêt général et à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Mes parents ont refusé de payer l'amende. Je l'ai fait. Ce n'était pas un cadeau. C'était un investissement dans la nouvelle personne qu'elle essayait de devenir. Elle m'a remboursé, centime par centime, avec l'argent qu'elle a gagné en travaillant à temps partiel à la bibliothèque de l'université. Elle a changé de spécialisation, abandonnant le droit des affaires que mon père avait choisi pour elle, pour la psychologie. Elle voulait comprendre les dynamiques familiales,
aider les autres à ne pas subir ce que nous avions subi. Elle a commencé à aller voir un thérapeute. Lentement, j'ai vu ma sœur émerger de la coquille de la princesse gâtée. J'ai découvert une jeune femme intelligente, empathique et étonnamment résiliente. Notre relation s'est reconstruite, non pas sur les ruines du passé, mais sur un terrain nouveau, basé sur l'honnêteté, le respect mutuel et des litres de café partagés chaque semaine. De mon côté, ma vie continuait de s'épanouir. Mon travail chez Valois et Associés était devenu une véritable passion. Madame Valois est devenue plus qu'une patronne, une mentor. Célestin et moi avons emménagé ensemble dans un petit appartement lumineux avec un balcon qui donnait sur les toits de Strasbourg. Un an après le dîner de l'implosion, le soir de mon 20e anniversaire, il m'a demandé en mariage sur ce même balcon, avec une bague simple mais parfaite. J'ai dit oui, sans une once d'hésitation. Ma fête d'anniversaire pour mes 20 ans a été tout ce que celle de mes 18 ans n'avait pas été. C'était une petite fête, dans notre appartement, remplie de rire et de chaleur. Il y avait Célestin, Clotilde, Madame Valois, Madame Giraud, et mes amis les plus proches. Il n'y avait pas de faux-semblants, pas de tension, juste de l'amour et de l'acceptation. En soufflant mes bougies, j'ai regardé les visages souriants autour de moi et j'ai réalisé que j'étais chez moi. C'était ça, ma famille. Celle que j'avais choisie, et qui m'avait choisi en retour. Ce soir-là, alors que la fête se terminait, mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu. Un message de ma mère. Ton père et moi sommes prêts à te pardonner si tu es prête à faire preuve de maturité et à reconnaître que nous avons toujours voulu ton bien. Il y a un an, ce message m'aurait fait bouillir de rage. Il y a 2 ans, il m'aurait brisé le cœur. Mais ce soir-là, je l'ai lu, et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse. Juste une distance infinie. Leurs mots n'avaient plus de pouvoir sur moi. Ils appartenaient à une autre vie, à une autre Augustine qui n'existait plus. J'ai montré le message à Célestin. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai souri. J'ai appuyé sur bloquer ce numéro, puis sur supprimer. Rien, ai-je répondu. Je ne vais absolument rien faire. Je suis retournée sur le balcon. Clotilde était là, regardant les étoiles. C'était eux, a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Je suis contente que tu sois ma sœur, Augustine. Moi aussi, ai-je dit, et je le pensais du plus profond de mon cœur. Cette histoire m'a appris que parfois, la plus grande preuve d'amour envers soi-même est de savoir s'éloigner. La famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est, mais celle que l'on construit, jour après jour, avec confiance et amour. Si vous aussi, vous avez dû vous battre pour trouver votre place, pour construire votre propre bonheur, partagez votre histoire dans les commentaires. Votre voix est importante. Rappelez-vous toujours, vous méritez d'être la personne principale de votre propre vie. Merci de m'avoir écouté.